elle découvre que, en fait, l'éducation nationale est en sous-régime. Et ça semble un peu contradictoire avec les diagnostics récurrents liés à l'échec scolaire dans tous les domaines. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour apprendre à lire, c'est bizarre que quand on était petit, on a tous d'abord appris l'alphabet. On apprenait, voilà, A, B, C, D, E, F. Et donc en faisant ça, en fait, on apprenait le nom des lettres. On apprenait en fait les appellations des lettres, non pas leur son. J'ai eu beaucoup d'élèves qui, lors du premier cours particulier qu'on avait ensemble, en mathématiques par exemple, ils étaient bloqués à partir du moment où on faisait un exercice particulier, par exemple du calcul mental. L'élève gère plutôt bien jusque-là, mais à partir du moment où on parle de calcul mental, bam, il est bloqué. Les plus gros problèmes de la société sont pour la plupart assez facilement mis en lien avec le problème de notre éducation et de l'école. Et généralement, on le voit encore plus lors d'événements extrêmes. On l'a vécu il y a quelques années de ça avec la pandémie du Covid, lorsque les écoles étaient fermées, etc. On a vu que l'école avait vraiment du mal à s'adapter, que, encore une fois, avec ce signe noir-là, eh bien, on a perçu tous les défauts de l'école. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce qui se passe, c'est la même chose. On a des nouveaux outils qui changent tout, et l'école décide d'y réagir de manière totalement irrationnelle et inintelligente. Mais en tout cas, voilà. Tout le monde s'accorde à dire que l'école est mal foutue et qu'il faudrait la changer, quoi. Et aujourd'hui, figurez-vous, les amis, que le livre que je vais vous résumer traite justement des possibilités concrètes sur le terrain qui ont été testées pour faire en sorte que l'école change radicalement et pour le meilleur. Aujourd'hui, on va voir que l'auteur du livre en question, Céline Alvarez, a fait un test grandeur nature il y a de ça quelques années. Bon, comme tout le monde, elle a fait le constat de l'échec scolaire extrême observé à la fin de l'école primaire et ce chiffre de plus de 40% d'élèves qui ne savent pas lire, qui ne savent pas parfaitement écrire, etc. Et donc, faisant ce constat, elle décide de passer le concours et d'intégrer l'éducation nationale pour non pas être simplement enseignante, mais pour vraiment changer le système de l'intérieur. Dotée de sa détermination et de connaissances qu'elle avait acquises dans sa formation dans les sciences du langage et de la neuroscience, elle s'est formée aussi à la pédagogie Montessori. Donc en 2011, avec la coopération du ministre de l'époque, elle fait un test sur 3 ans, sur une classe. C'est-à-dire qu'elle a la chance d'avoir toutes les libertés et de se dire, on va faire en sorte, dans le public, de tout changer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était une classe de maternelle, une vingtaine, 25 élèves, qu'elle a suivi sur 3 années, de la petite section à la grande section. Donc on verra en détail ce qu'elle a mis en place, etc. Mais clairement, à la fin de ces 3 années, le résultat était sans équivoque. Les élèves savaient lire, savaient compter, ils étaient bien plus éveillés que la moyenne, et ces élèves-là ne représentaient pas du tout de surdoués ou quoi que ce soit, c'était vraiment la totalité de la classe qui était comme ça. Alors, on va voir ce qui s'est passé pendant ces 3 ans-là. Bon. En réalité, le test qu'elle a fait pendant 3 ans a été que le premier, et n'a pas été vraiment le plus conséquent. Après ce premier test, avec des résultats aussi positifs, malheureusement, au bout des 3 années, pas grand-chose n'a été fait par la suite. Ça choque personne qu'en France, lorsqu'on découvre en recherche quelque chose de révolutionnaire, eh bien, forcément, c'est pas en France que la découverte va être appliquée et va faire bénéficier la France. Je pense notamment à plein de découvertes scientifiques comme le laser ou la technologie de la LED. Et là, du coup, dans le domaine de l'éducation, ça n'a pas raté. Il ne s'est rien passé ensuite. Après 2014, à la fin de ce test-là, il ne s'est rien passé en France, mais Céline Alvarez a été contactée par la suite par la Belgique pour réaliser un nouveau test. Et cette fois-ci, le test qu'elle a réalisé a été à une échelle bien plus grande et sur une durée de temps plus courte. Donc, au lieu d'accompagner une seule classe sur 3 ans, elle a accompagné plus de 700 enseignants, cette fois-ci sur une année. Et les résultats qui en sont suivis, eh bien, sont tels qu'elle en a écrit un livre. C'est le livre qu'on va résumer aujourd'hui. Ça a été waouh, enfin, j'ai un étonnement énorme, une joie, je me sens trop bien ici, enfin beaucoup de commentaires assez positifs. Et elles me disent « Ah madame, on ne travaille plus dans ta classe ». Alors je leur explique « Si, on travaille mais différemment ». Je dis « Voilà, maintenant, vous qui êtes passé par la première primaire, c'était effectivement beaucoup de feuilles, beaucoup de... dans un classeur et assez classique cette méthode. Au final, donc je dis moi ça va être moins de feuilles, ça sera une autre découverte, un autre apprentissage en manipulant, en travaillant différemment. Et là, il y avait une de mes élèves qui était là, Zeynep, qui m'a regardée et puis qui a mis ses mains vers le ciel, et en regardant le ciel aussi. Merci Dieu.
En disant, donc c'était tous des petits mots comme ça, des mimiques, corporellement, beaucoup de câlins. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'issue du premier test qui a été réalisé en France, Céline Alvarez fait un constat assez particulier. Elle découvre que, en fait, l'éducation nationale est en sous-régime. Et ça semble un peu contradictoire avec les diagnostics récurrents liés à l'échec scolaire dans tous les domaines. Et là, on a cette dame qui nous dit, en fait, on fonctionne en sous-régime, ce qui est assez curieux. Mais on va comprendre en fait par la suite que tout ça va vraiment prendre un sens naturel. À partir du moment où on comprend que le premier problème auquel elle a fait face, c'était pas que les élèves avaient du mal à apprendre. Non, en fait, c'était plus nous qui devions changer notre manière de les percevoir. En fait, dans la manière courante de fonctionner par rapport aux enfants, par rapport à la transmission, il y a une tendance à vouloir apprendre à un enfant, à vouloir lui transmettre quelque chose, à vouloir lui faire atteindre un certain état d'intelligence. Et donc en fait, en faisant ça, on part de nos envies, de nos besoins en fait, de nos besoins à nous. On veut qu'il fasse ça, qu'il apprenne à dessiner, qu'il apprenne à lire, etc., à écrire. Et en fait, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Ce qu'il faut faire en fait, c'est partir de l'enfant. C'est quelque chose de très rationnel en fait ce que je vous dis là, parce que faire preuve d'empathie envers l'enfant lorsqu'on cherche à lui transmettre quelque chose est simplement ce qui va le mieux marcher. Et donc la première chose qu'on découvre quand on fait preuve d'empathie, c'est que avant même de lui transmettre quoi que ce soit, de lui faire apprendre quoi que ce soit, la plupart des enfants, ils ont besoin qu'on les répare. Vous me direz, réparer quoi? Ce ne sont pas des machines. Mais en fait, ce qu'il faut réparer, c'est pas l'enfant, mais plutôt sa capacité à apprendre. On va prendre un exemple. J'ai eu beaucoup d'élèves qui, lors du premier cours particulier qu'on avait ensemble, en mathématiques par exemple, ils étaient bloqués à partir du moment où on faisait un exercice particulier, par exemple du calcul mental. L'élève gère plutôt bien jusque-là, mais à partir du moment où on parle de calcul mental, bam, il est bloqué. On commence par exemple un exercice, lecture de la consigne, on commence à réfléchir, etc. À partir du moment où l'élève commence à capter qu'il va falloir réfléchir et qu'il n'a pas encore trouvé les solutions, il commence à se braquer. L'élève commence à se braquer et en fait, la plupart du temps, ce que tout le monde a tendance à faire, ce que les parents ont tendance à faire avec leurs enfants, c'est essayer de se dire, ok, il est en train de bloquer, donc il va falloir que je sois derrière lui, que je le pousse pour qu'il se sorte de ce trou-là dans lequel il est bloqué. En fait, ce que nous explique Céline Alvarez, c'est que avant de chercher à débloquer l'élève, il faut en fait le rejoindre. Il faut le rejoindre dans son trou. Si l'élève est bloqué dans ce calcul mental-là, eh bien, je vais arrêter d'avancer. Parce que si je continue d'avancer, de le pousser ou de le tirer pour qu'il vienne, eh bien, ça ne va faire qu'empirer la situation. Ça va augmenter son manque de confiance en lui et ça ne va pas diminuer ses difficultés à sortir de ce blocage. En revanche, ce que je vais faire, c'est le rejoindre. Je vais descendre avec lui dans le trou dans lequel il est bloqué. Et première des choses, je vais m'asseoir avec lui. Et ensemble, on va réaliser que, en fait, c'est pas si grave que ça, en fait, d'être dans ce trou, d'être dans ce blocage. Et bizarrement, à partir du moment où on réalise ça, eh bien, en fait, l'élève voit par lui-même à quel point il peut simplement s'aider de ses mains et de ses pieds pour escalader, sortir de ce trou-là et continuer d'avancer. Ce dont je viens de vous parler là, c'est un des principes les plus importants dans le livre, qui est que un lien affectueux, un lien chaleureux, l'amour de manière générale, a un effet de rayonnance exubérante dans tout le cerveau. Il a le même effet qu'une drogue en fait, mais une drogue dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'un enfant qui partage un lien affectif chaleureux, positif avec les gens qui l'entourent, et en particulier l'adulte, eh bien on va voir que toutes les parties de son cerveau fonctionnent de manière optimale. Et son apprentissage est naturellement ouvert et favorisé. Mais ce principe-là dont je vous parle, du lien affectueux, il est important, mais en fait c'est pas le plus important. Il y a encore plus primordial. Céline Alvarez, dans ses travaux et dans ses recherches, elle se base sur les neurosciences, comme je disais tout à l'heure, et notamment sur le Centre du développement de l'enfant de l'université d'Harvard. Et ce qu'ont découvert les neuroscientifiques de ce centre, c'est que il y a une chose qui est plus prédictive de l'épanouissement global d'un individu, que ce soit scolaire, personnel ou relationnel. Eh bien, c'est pas une chose, mais c'est trois choses. Ces trois choses-là, ce sont ce qu'ils appellent les fonctions exécutives. Et en vrai, si vous retenez que ça, que ces fonctions exécutives-là, vous aurez retenu la grande majorité de cette vidéo et du livre. Même si je vous conseille quand même de vous le procurer, de le lire par vous-même, parce que on va voir qu'il y a beaucoup de conseils pratiques qu'on peut appliquer dans notre quotidien, que ce soit avec les enfants ou même en fait
de manière générale dans toutes les situations dans lesquelles on est amené à transmettre quelque chose à quelqu'un ou à simplement communiquer avec un être humain. Donc ces 3 fonctions exécutives-là, elles sont les suivantes. Il y a premièrement la mémoire de travail. C'est tout simplement la capacité à garder en stock, en conscience, plusieurs éléments en même temps sur une durée courte. C'est ce qui permet en fait à votre cerveau de comprendre la phrase que je dis en ayant en mémoire les mots qui ont précédé. La deuxième fonction, c'est le contrôle inhibiteur. C'est la capacité à inhiber certaines activités du cerveau, certaines pulsions, certains désirs. C'est la capacité à repousser ses envies. Elle est liée à la capacité d'être patient et d'être persévérant. Et la troisième fonction exécutive, c'est la flexibilité cognitive. C'est tout simplement le fait d'analyser ses erreurs, de trouver des solutions et d'être créatif justement pour résoudre un problème donné. Ils ont fait une découverte assez marrante au sujet de ces fonctions exécutives, c'est que, en fait, elles sont plus prédictives d'un épanouissement global, comme je vous disais tout à l'heure. Elles sont plus prédictives que le quotient intellectuel. Quelqu'un qui a de meilleurs résultats au test du quotient intellectuel sera beaucoup moins à même d'être épanoui dans sa vie professionnelle, scolaire, relationnelle, que quelqu'un qui a fait preuve d'un bon développement de ces fonctions exécutives-là. Alors Céline Alvarez nous dit que ces fonctions exécutives, elles se développent très très tôt, à partir de l'âge de 3 ans, et en fait, elles continuent de se développer jusqu'à la fin de l'adolescence. Mais la phase la plus importante, c'est vraiment la phase dite sensible, qui représente la phase de 2 à 5 ans. Parce qu'en fait, à cet âge-là, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est de l'autonomie, en fait. Apprendre, c'est être autonome. Quand on dit le savoir rend libre, en quelque sorte, c'est ça. La connaissance rend indépendant. C'est-à-dire que si je sais par moi-même subvenir à mes besoins, eh bien, je ne dépendrai de personne et donc je serai autonome. Et donc, en fait, l'autonomie est centrale dans l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment une idée qui est assez intuitive, mais qui, dans la pratique, est très, très, très rarement appliquée. Lorsqu'on a des enfants ou lorsqu'on est prof, en fait, on a beaucoup plus tendance à diriger au lieu d'accompagner, au lieu de guider. On aura beaucoup plus tendance à chercher à transmettre un savoir en groupe au lieu d'individualiser et de faire en sorte de connecter avec chaque élève pendant un certain temps. Je fais des tautologies, mais il est quand même assez sensé pour tout le monde que la meilleure manière d'apprendre, c'est par mimétisme, c'est par modèle. Et donc, lorsque quelqu'un prend le temps pour nous expliquer, pour être avec nous et nous montrer comment faire, eh bien, ce sera beaucoup plus puissant que si on écoutait un prof parler à un groupe de 30, 40 élèves. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous en mémoire un prof qui nous a marqué. Et généralement, ce prof-là, il a fait partie de ces enseignants qui n'hésitaient pas à passer entre les rangs et à fournir une attention individualisée à chaque élève. Et en fait, mine de rien, ce sont ces moments-là, généralement, qui vont le plus nous marquer et nous faire vraiment progresser. Et par conséquent, nous faire gagner en autonomie. Et donc, on va parler là des conseils que donne Céline Alvarez pour l'autonomie. Pour les plus jeunes, elle recommande de faire attention à la dépendance, à la validation de l'adulte. Elle a remarqué que les meilleurs élèves, ils avaient presque tous en commun quelque chose d'assez curieux et à la fois assez dangereux, c'est que lorsqu'ils finissaient un devoir, lorsqu'ils finissaient une tâche, ils arrivaient en fait avec le besoin d'être validés par l'adulte pour en quelque sorte être satisfaits de leur travail. Et ce qu'elle conseille de faire en fait dans ce genre de situation, c'est donc au lieu de les féliciter pour le résultat, elle va encourager l'effort. Donc elle va dire quelque chose comme bravo, tu as réussi à finir cette activité-là, tu t'es montré persévérant et tu as su faire preuve de telle et telle qualité pour y arriver. Ou alors, lorsqu'elle a un élève qui vient la voir et qui transpire l'attente de validation de l'adulte, elle va lui dire « Ah, bravo, tu as réussi. Alors, comment tu te sens? Tu es content ?» Et en faisant ça, elle va replacer le centre de la validation au sein même de l'enfant. Donc voilà les conseils qu'elle donne pour développer l'autonomie. Et en fait, ce qu'elle dit d'intéressant par rapport à l'autonomie, c'est que ça ne doit pas être quelque chose qui doit être travaillé uniquement lors de tâches spécifiques ou en classe ou à l'école. Mais en fait, l'autonomie, c'est quelque chose qui doit être entraîné au quotidien. Parce qu'il se trouve que les fonctions exécutives dont on a parlé, qui sont présentes en chacun de nous et qui se développent très fortement chez les enfants, et en particulier les plus jeunes, ces fonctions exécutives-là, Céline Alvarez nous dit que ce sont un instinct en fait. Et cet instinct, c'est ce qui permet à l'enfant de chercher à toujours développer son autonomie, à toujours apprendre quelque chose. Et la preuve en est que les enfants très tôt, ils manifestent leur envie de faire les choses par eux-mêmes. Ils vont prononcer assez tôt, dès qu'ils en ont la capacité, ces mots « moi tout seul ».
Et avant même de pouvoir les prononcer, on le voit déjà. Lorsqu'ils vont, par exemple, ils vont nettoyer une tache sur le sol, il n'est pas rare de voir un enfant ressalir le sol après avoir nettoyé, non pas par irrationalité ou quoi que ce soit qui pourrait être interprété par notre cerveau d'adulte. Non, en fait, l'enfant, il exprime juste son instinct de vouloir entraîner ces fonctions exécutives-là, sa coordination, etc. Donc en fait, c'est d'autant plus important de réaliser ça pour faire en sorte que l'autonomie, elle soit développée, elle soit entraînée au quotidien, dans toutes les tâches possibles, etc. Alors ces fonctions exécutives-là, qui permettent donc l'autonomie, elles ont des soutenants et elles ont des entravants. Elles ont des choses qui les freinent, qui freinent leur développement, et elles ont des éléments qui vont les favoriser. Ce qui entrave le développement de ces fonctions-là, c'est le stress, le sommeil, le chaos, les écrans et l'ennui. Le stress, c'est vraiment à l'inverse du lien chaleureux, c'est vraiment ce qui va bloquer tout fonctionnement d'apprentissage dans le cerveau. Une situation stressante n'a aucun intérêt pour l'apprentissage. Alors c'est pas grave si ça arrive, mais le but c'est justement d'arriver à éviter ce stress-là et surtout lorsqu'il advient, simplement revenir à une situation plus propice, à des émotions plus calmes et plus positives. Le sommeil également, il a été démontré que la plupart des enfants qui sont diagnostiqués comme étant hyperactifs et comme ayant des troubles de l'attention, il y a un neuroscientifique qui démontre que une bonne partie de ces enfants-là, en fait, ne souffriraient que de manque de sommeil. Déjà que le sommeil il est très important pour notre fonctionnement optimal en tant qu'adulte, mais alors pour l'enfant, c'est vraiment d'autant plus important. Et notamment parce qu'il passe par une phase où il développe ces fonctions exécutives-là. Ce qui va entraver aussi leur bon développement, ce sont les écrans. Et là, pareil, ils ont fait des études, ils ont vu que une exposition aux écrans de seulement plus de 30 minutes par jour pour l'enfant est dévastatrice pour le développement de ces capacités fonctionnelles-là. Et elle le sent en fait à deux égards. Les écrans ont un effet direct sur une partie très importante du cerveau qui est le cortex préfrontal. Et comme par hasard, en fait, le cortex préfrontal, c'est le socle de ces fonctions exécutives-là. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, s'il passe plus de temps sur les écrans, il passera moins de temps à entraîner ces fonctions exécutives-là, donc à faire des tâches actives dans lesquelles il sera stimulé. Et donc, une exposition aux écrans très tôt va vraiment défavoriser le développement de ces fonctions exécutives-là et donc amener à une perte d'autonomie. Donc si on veut que l'enfant puisse avoir un esprit critique, apprendre par lui-même par la suite, etc., très tôt, il est vraiment important déjà de limiter et de surveiller par la suite son exposition aux écrans. Et parmi les choses qui vont freiner le développement de ces fonctions exécutives-là, on a le chaos, et notamment en classe. Donc d'ailleurs, les conseils que donne Céline Alvarez pour favoriser le bon développement des fonctions d'apprentissage de l'enfant, c'est de justement faire en sorte que l'environnement de classe soit le plus rangé et le plus ordonné possible. Privilégier en fait le minimalisme, ne pas afficher trop de posters, trop d'images, trop de schémas sur le mur, et vraiment simplifier au maximum l'espace dans lequel évoluent les enfants. Elle parle vraiment de l'importance d'inculquer cet automatisme aux enfants, de ranger à chaque fois qu'ils ont fait une activité, à chaque fois qu'ils ont joué à un jeu, à la fin, ils vont ranger. Ça a vraiment comme effet d'asseoir ce qu'ils ont appris en fait et d'ordonner les choses dans leur esprit pour faciliter leur apprentissage global. En classe, elle conseille beaucoup aussi de trier les activités et d'enlever les activités qui servent à rien. Elle a remarqué que les puzzles étaient vraiment très intéressants justement pour le développement de ces facultés d'apprentissage parce que ils avaient cette particularité de donner un retour, une correction, un feedback très systématique tout en ayant du sens. C'est-à-dire que voilà, plus le puzzle a une image qui est intéressante, qui est positive, plus ce sera intéressant. Je parlais à l'instant de chaos, et ce qu'elle recommande de faire en fait lorsqu'elle voit que la situation commence un petit peu à s'éparpiller, que les élèves sont un peu fatigués, qui commencent à devenir désordonnés, etc. Ce qu'elle recommande de faire, c'est de ne pas hésiter à tout arrêter et à rassembler les élèves. Un peu comme à l'armée, de vraiment faire un rassemblement et s'asseoir tous ensemble dans un endroit pour faire le point, pour parler, pour méditer, pour se reposer, ou alors pour sortir un petit peu prendre l'air. Et ces situations-là, elles sont pas négligées parce que selon Céline Alvarez, si on veut changer, si on veut vraiment faire changer les choses dans une classe, on passera obligatoirement par une phase de chaos très intense. Parce que généralement, en fait, les enfants, les élèves et tout, ils sont habitués à un certain fonctionnement et le fait de changer, en fait, ça va vraiment créer une
une période dans laquelle vraiment les choses vont s'avérer très difficiles, mais elle dit aussi que cette phase de chaos est très fertile parce que c'est dans ces moments-là que vont s'opérer les vrais changements, et donc elle conseille vraiment de tenir le coup et de ne pas lâcher parce que c'est généralement le signe que le passage à un nouveau mode de fonctionnement, plus harmonieux, plus équilibré et plus optimal, est proche de se mettre en place. À présent, je vais parler des conseils pratiques qu'elle donne, qu'on peut d'ailleurs appliquer dans notre vie de tous les jours, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, qui sont très intéressants. Le premier, c'est lorsque on veut faire patienter quelqu'un. Si on est en train de parler à quelqu'un et que une autre personne vient nous parler, donc elle prend l'exemple des enfants, si elle est en classe et qu'elle est en train d'individualiser avec un élève, et qu'il y a un autre enfant qui vient lui parler, qui vient la couper, eh bien ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre sa main et elle va la poser sur son épaule. En faisant ça, elle va créer un lien qui va rassurer l'enfant et à la fois elle va lui montrer que elle sait qu'il est là, elle voit qu'il est là, et du coup elle va l'aider à patienter. En faisant ça, l'enfant, elle observe qu'il patiente beaucoup plus et en fait ce qui se passe, c'est que il va intensément travailler sa fonction exécutive parce que pour un enfant, patienter c'est vraiment pas évident, d'autant plus pour les nouvelles générations. Et donc le fait de faire ce geste-là, ça va l'aider à travailler son contrôle inhibiteur. Un autre conseil qu'elle donne, c'est dans sa manière de s'exprimer, elle recommande vraiment de favoriser une expression par la positive, une expression claire, et de ne pas hésiter à reformuler après l'enfant ce qu'il a tenté de dire. Parce que les enfants, généralement, disent les choses telles qu'elles leur viennent en tête, et en fait, le fait de reformuler et de leur dire, par exemple, alors là, tu as voulu dire que tu étais avec ton camarade et vous étiez en train de dessiner et que tu lui as prêté ton stylo, c'est ça? Et en fait, de formuler ça, même si l'enfant, il n'a pas dit exactement comme ça, eh bien, ça va l'aider à remettre de l'ordre dans ses idées. Et en fait, être patient avec lui et le pousser à lui-même exprimer clairement ses pensées, ça, c'est vraiment cadeau pour ses fonctions exécutives. Une autre chose par rapport à l'expression, par rapport à la communication, c'est de tout simplement s'exprimer le plus possible par la positive. C'est-à-dire qu'un enfant, lorsqu'il fait une bêtise, ce qui représente 80% de leur temps libre, eh bien, on va réagir en lui disant non, ne mets pas tes pieds sur le tapis. Ou alors, ne dis pas ça. En faisant ça, l'enfant, ce qu'il entend, c'est quand on lui dit ne mets pas tes pieds sur le tapis, en fait, il entend pied, tapis. Au lieu de ça, elle recommande de s'exprimer par la positive en disant exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Par exemple, mets plutôt tes pieds ici. Donc ça, c'est un concept assez méta, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les disciplines comme l'hypnose, la PNL, etc. Et cette idée que les mots que l'on utilise pour parler aux gens et pour se parler à soi-même sont très importants. Et lorsque voilà, on dit à quelqu'un ne vous inquiétez pas, en fait, tout ce qu'on va lui faire ressentir, c'est de l'inquiétude, justement. Donc au lieu de ça, vaut mieux privilégier, je te rassure, tu peux y aller sereinement. Et donc pour finir, elle conseille vraiment en classe de mettre du sens dans les questions et dans les activités qu'on présente aux enfants et vraiment de relever le niveau, en fait, tout simplement. Et pour ça, elle prend 2 exemples. Donc il y a l'exemple des jeux que les enfants utilisent en classe, et elle a remarqué que généralement en fait il y avait 2 types de jeux que les enfants utilisaient. Il y avait des jeux qui étaient presque toujours détournés par les enfants, c'est-à-dire que ils les utilisaient mais pas pour leur but premier, mais ils allaient l'utiliser pour faire autre chose. Par exemple, il y avait un jeu où il fallait voilà ranger les objets dans leur trou, et bien en fait la plupart des enfants les utilisaient pour faire des formes avec les objets, ou alors les mettre sur leurs doigts et jouer avec. Et le deuxième type de jeu, c'était en fait bizarrement des jeux qui étaient très difficiles. Et ces jeux-là, elle a remarqué qu'ils intéressaient beaucoup plus les enfants. Les jeux qui avaient une difficulté beaucoup plus élevée étaient bizarrement plus intéressants pour les enfants, même s'ils n'y arrivaient la plupart du temps pas à le résoudre. Eh bien, ça les stimulait. Ça stimulait leur curiosité. Et le domaine le plus parlant dans lequel on voit que le fait de relever le niveau et d'ajouter plus de difficultés et plus de sens dans ce qu'on propose de faire aux enfants, c'est la lecture. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour apprendre à lire, c'est bizarre que quand on était petit, on a tous d'abord appris l'alphabet. On apprenait, voilà, A, B, C, D, E, F. Et donc en faisant ça, en fait, on apprenait le nom des lettres. On apprenait en fait les appellations des lettres, et non pas leur son. V, A, F, E, L, I, N, E. Salve. Pommade. Généralement, à la maternelle, on n'apprend pas à lire aux enfants, on leur apprend l'alphabet, justement.
En fait, ce qu'elle a remarqué, c'est que en leur apprenant le son des lettres, ce qui a en fin de compte du bon sens, en leur apprenant que O et U, ça fait OU, c'est beaucoup plus stimulant pour eux parce que ça leur sert à rien d'apprendre l'alphabet, quoi. Apprendre l'alphabet ne nous apprend pas à lire. Et donc, en les faisant jouer sur les sons des lettres, elle a vu qu'en quelques mois, en fait, beaucoup d'élèves savaient lire très tôt. Et donc, un des exemples qu'elle prend, en fait, elle va écrire sur le tableau le son OU, par exemple, O et U, et va leur dire ça, c'est OU. Et du coup, ensuite, en dessous, elle va écrire des mots avec ce son-là. Par exemple, les mots roule ou tourne. Et ce qu'elle va leur demander, en fait, c'est pas de lire le mot, de le lire à haute voix, elle va pas leur demander ça. Elle va plutôt leur demander de le lire dans leur tête et de faire l'action que signifie ce mot-là. Et en fait, elle a remarqué que les enfants, ils roulaient lorsqu'ils lisaient ça, ils lisaient le mot roule et qu'ils tournaient lorsqu'ils lisaient le mot tourne. Alors même que ces enfants-là, ils avaient jamais appris à lire ces mots-là auparavant. Et le nombre d'exemples que j'ai en tête avec des élèves que j'ai eus, qui à partir du moment où je proposais une activité beaucoup plus complexe et élaborée, mais dans laquelle en fait il y avait du challenge, il y avait du sens, il y avait une histoire, il y avait quelque chose de concret à faire, à obtenir ou à découvrir, mais en fait ça se passait beaucoup plus fluidement, quoi. Parce qu'ils préparaient les histoires à 2 le matin, et ils prenaient des livres à plusieurs voix, ils se répartissaient les dialogues des personnages, donc il y en a un qui faisait le narrateur, un qui faisait la première voix, un qui faisait la deuxième voix, et puis donc ils avaient préparé leur affaire là, et quand c'était le moment de lire une histoire, ils poussaient là, et puis hop, ils s'installaient, et il fallait pas qu'on bouge. Mais pourquoi ils lisaient aussi comme ça? Parce que moi, ma façon aussi de leur offrir le livre, c'était un vrai moment de plaisir. Je choisissais des livres qui me plaisaient vraiment, qui n'avaient pas forcément d'intérêt pédagogique, hormis celui de se faire plaisir et de rire ensemble. C'est tout. Et puis on passait à autre chose. Alors là, le livre était vraiment un objet intéressant pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas à relever le niveau en simplifiant les bases en fait. Si les bases elles sont respectées, c'est du bon sens. Un enfant, de quoi il a besoin. Et construire les activités à partir de ça. Je vous ai résumé vraiment le plus gros du livre, mais je vous recommande vraiment de vous le procurer quand même, de le lire, et de vous en faire votre propre idée surtout, parce que là je vous ai donné les exemples qui m'ont parlé à moi, et peut-être que d'autres exemples vont être plus pertinents pour vous, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Il y a une partie théorique très intéressante et une partie pratique qui prend plein d'exemples sur le terrain, hein. C'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup d'illustrations en plus, donc ça permet vraiment de visualiser certaines situations, et voilà. Si ce résumé de livre t'a plu, vraiment n'hésite pas à t'abonner, parce que je vois là, j'ai vu, t'as appris de la valeur, t'as appris des choses. Donc abonne-toi. La prochaine vidéo, elle portera de nouveau sur le sujet de l'IA et de l'apprentissage. Et le prochain résumé de livre sera sur l'économie bleue de Gunther Pauli, qui est un des livres les plus passionnants que j'ai lus. Voilà tout pour cette vidéo. Tchuss.